d'amitié et de travail ce mardi du président de la transition, colonel Assimi Goïta, au Burkina Faso. L'occasion est saisie pour les Maliens et Burkinabés d'échanger sur les questions de sécurité et de développement. En marge de sa visite, le chef de l'État a rencontré la communauté malienne établie au Burkina Faso. Deuxième édition de la semaine du numérique. L'événement est lancé ce mardi par le chef du gouvernement. Les pays de l'AES sont réunis au CICB pour discuter des opportunités et défis du secteur des TIC comme facteur de résilience pour le Sahel. Plusieurs panels seront développés au cours de la semaine. En 2023, Sikasso a enregistré 515 accidents. La localité est choisie pour abriter une semaine de sensibilisation aux accidents de la route. La caravane est lancée aujourd'hui par le ministre en charge des Transports, une campagne qui se fera en partenariat avec le département de la sécurité. Iya Dagali sous mandat d'arrêt. La procédure vient d'être lancée par la Cour pénale internationale CPI pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013. Qui est l'homme? Comment l'arrêter? Réponse avec Garibou Pérou qui a échangé avec un responsable de la CPI depuis les Pays-Bas. Bienvenue, chers téléspectateurs, bonsoir. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a regagné Bamako cet après-midi après une visite de quelques heures à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État effectuait ce mardi cette visite d'amitié et de travail dans ce pays ami du Mali. Une visite qui aura permis de redynamiser les liens de coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, les présidents d'institutions, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités. Voilà le chef de l'État à sa descente d'avion, accueilli par le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalamaïga, et les membres du gouvernement, plusieurs autres personnalités. Le colonel Assimi Goïta était en visite d'amitié et de travail au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et cette visite dans ce pays ami aura permis de redynamiser les liens de coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Voilà le colonel Assimi Goïta à son retour du Burkina Faso où il était pour une visite d'amitié et de travail. Une visite au cours de laquelle il a rencontré son homologue burkinabé et les Maliens établis dans ce pays frère. Les images du retour du chef de l'État de Ouagadougou reçu par le chef du gouvernement, les membres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Voilà, visite ce mardi 25 juin 2024 du chef de l'État au Burkina Faso. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, était donc ce matin à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Au menu de ses déplacements, la coopération bilatérale ainsi que la situation politique et sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région. Ibrahima Traoré et Abdoul Salam Bambara sont nos envoyés spéciaux. Tout premier déplacement du président de la transition au Burkina Faso. L'avion du chef de l'État s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou à 10h05. Au bas de la passerelle, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, souhaite la bienvenue au colonel Assimi Goïta. Après les hymnes des deux pays, le président Assimi Goïta est reçu avec des honneurs militaires. Il passe en revue un détachement de la garde présidentielle. Le chef de l'État salue ensuite le Premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement
et les autorités militaires burkinabées. Le président de la transition est accompagné du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Finances, de la ministre des Transports. Après cet accueil protocolaire, les deux présidents s'entretiennent brièvement dans le salon d'honneur. Une nouvelle ambiance régnait également aux abords de l'aéroport. Maliens et Burkinabés étaient fortement mobilisés pour saluer le président Assimi Goïta. On est venu pour accueillir notre cher président du Mali, le président Assimi Goïta. Pour l'accueillir et puis lui faire savoir qu'on est là. On est des Maliens qui sont ici au Burkina et qu'ils sachent qu'on est là pour le Mali, pour que la paix revienne au Mali le plus tôt possible. On est venu pour accueillir le président malien parce que c'est notre idole, parce que le président malien, il sauve l'Afrique. Donc on est content de lui, c'est pour ça qu'on est là. Les deux chefs d'État se dirigent ensuite vers la présidence du Faso. Là aussi, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré s'entretiennent en tête-à-tête. Une entrevue élargie aux délégations maliennes et burkinabées. Les deux parties passent en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Maliens et Burkinabés ont passé en revue, comme l'a dit Ibrahim Traoré, la coopération bilatérale, notamment des questions liées à la sécurité et au développement. Bamako et Ouagadougou entendent mutualiser davantage leurs efforts pour répondre aux aspirations de leurs peuples respectifs. Face à la presse, le colonel Assimi Goïta affiche son optimisme, rassure que la dynamique enclenchée se poursuivra. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré, Abdul Salam Bambara. Coopération bilatérale, sécurité et développement ou encore la situation globale dans les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, sont les sujets au cœur de cette visite du président de la transition au Burkina Faso. Occasion pour le chef de l'État de magnifier tout d'abord l'excellence des relations entre Bamako et Ouagadougou. Je voudrais saluer les liens de fraternité et de bon voisinage entre nos deux États. Et le Mali, le Burkina et le Mali, nous sommes non seulement liés par la géographie, la culture, mais surtout par les défis. Nous avons fait le point de situation de notre coopération sur le plan bilatéral. Nous avons abordé les questions sécuritaires, les questions sur le plan de développement économique, mais surtout nous avons parlé des défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Et nous avons aussi dégager les perspectives orientées vers non seulement la sécurisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. Le président Goïta se félicite de l'amélioration de la sécurité au Mali et dans la sous-région. Aujourd'hui, sur le terrain, dit-il, le résultat est perceptible avec nos armées qui opèrent en toute autonomie et la peur qui a changé de camp. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans les jargons militaires, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, aujourd'hui, on est en train de faire revenir les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à sécuriser les grandes activités, et notamment le référendum pour la nouvelle constitution,
mais surtout le dialogue intermalien qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été sécurisé par les femmes. Il y a à peu près 10 ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre de permission à qui que ce soit. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'émir de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 10 ans. Mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant les Sahel, aujourd'hui, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AES, mais le plus important, que les gens ne doivent pas perdre de vue, le Sahel a été un train d'affrontement des questions enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. S'exprimant sur la coopération militaire entre le Mali et le Burkina Faso, colonel Assimi Goïta salue une synergie d'action. Avec le Burkina Faso, les forces est de reconnaître que cette coopération sur le plan sécuritaire avec le Burkina s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président Traoré. Aujourd'hui, cette coopération se situe à 3 niveaux. D'abord, le premier volet, ça c'est le volet de la formation. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. L'une des difficultés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ça c'est d'abord il y a la porosité des frontières, mais la difficulté principale, ça c'est le droit de poursuite. Mais aujourd'hui, ce droit de poursuite, c'est un acquis au niveau de nos États. Au-delà des questions sécuritaires, les populations aspirent aussi au développement. Sur ce point, le président de la transition donne des gages. Quand vous regardez les 3 pays de l'Est, le Niger regorge des ressources stratégiques, comme le Mali, comme le Burkina. Regardez en termes d'immensité. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'agriculture, sans parler du commerce, sans parler des infrastructures et surtout de l'industrialisation. Aujourd'hui, nos experts sont en train de travailler et vont nous faire des propositions. Et nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre en œuvre ces différentes propositions pour le bien-être de nos populations. Le président de la transition achève ainsi sa visite sur une note d'espoir. Colonel Assimi Goïta est raccompagné à l'aéroport par le capitaine Ibrahim Traoré, toujours avec les mêmes honneurs. En marge de sa visite, le chef de l'État a rencontré la communauté malienne établie au Burkina Faso. Les échanges ont porté essentiellement sur la situation du pays et les préoccupations de nos compatriotes. Les détails avec nos envoyés spéciaux. Standing ovation pour accueillir le président de la transition à la maison du Mali à Ouagadougou. Le chef de l'État vient à l'écoute et échanger directement avec ses compatriotes établis au Burkina, un pays qui accueille des milliers de Maliens. Prenant la parole, l'ambassadeur du Mali au Faso magnifie la solidarité et surtout les liens de fraternité entre les peuples maliens et burkinabés. En effet, le peuple burkinabé s'est félicité de la montée en puissance des forces armées maliennes qui a valu la reprise de la ville de Kidal en novembre dernier et la présence effective de l'administration malienne sur l'ensemble du territoire national.
Le peuple burkinabé a également salué et célébré, et cela en communion avec notre peuple, les décisions du gouvernement du Mali, sous votre leadership éclairé, de mettre fin au mandat de la munissement, du départ des forces étrangères. Nous, communauté malienne vivant au Faso, nous nous engageons à vivre dans la symbiose et dans la fraternité entre nous-mêmes d'une part et avec nos frères burkinabés ou africains d'autre part. C'est le lieu pour nous et le moment d'exprimer certaines de nos préoccupations qui sont entre autres l'intégration des jeunes de la diaspora malienne dans la vie socio-professionnelle et économique au Mali, l'octroi de bourses d'études aux enfants maliens ayant obtenu la mention au baccalauréat à l'étranger, la création d'un consulat général à Lomé, à Bogo-Dioulasso, à Maputo et à Nampala, la rétrocession des parcelles attribuées aux Maliens établis au Burkina Faso, en Afrique du Sud et au Mozambique, dans le lotissement de Safo. Le président de la transition s'est adressé à ses concitoyens en Bamanakan. Sur les préoccupations évoquées, le chef de l'État rassure qu'une attention particulière sera accordée à chaque doléance. Des assises nationales, de la refondation au dialogue intermalien, en passant par le référendum, la diaspora n'est jamais restée en marge, se réjouit le président Assimi Goïta. La transition actuelle, dit-il, est celle des Maliens qui aspirent à un mieux-être et les actions en cours ne visent qu'à concrétiser la volonté du peuple, selon le colonel Assimi Goïta. an ka mun kɛ tuguni donc pour ka yira la ka fɔ ko ni jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ni layidu to ye o mana bɛn mun kan o de bɛ latigɛ mun b'a to an bɛɛ ka laɲini bɛ sabati cogo min na. Le président de la transition est revenu sur les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Il reste convaincu que le salut du pays passe par là, mais non sans difficultés et peine à supporter. Malien banco de bɛ de ce côté et malien yɛrɛ a fɛn caman na an ye fɛn fɛn kɛ bibi na malien denw de y'a kɛ maa si ma bɔ kɔfɛ ka n'a kɛ an ka sariya sunba malien de y'a baara kɛ dɛ mɔgɔ si ma bɔ kɔfɛ extrêmement wele mɔgɔ si ma malien de y'a baara kɛ aw yɛrɛ carte biométrique fana malien de y'a baara kɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ bibi na malien de b'a baara kɛ mɔgɔ min bɛ bɔ kɔfɛ na dɔrɔn an ka tugurakɛw de y'aw de sinon mɔgɔ donna foyi tɛna baara kɛ. Les défis restent immenses et le président de la transition réitère son appel à l'union sacrée des Maliens. Il compte sur l'engagement et la détermination de chaque Malien pour faire face à l'adversité et à la manipulation. À présent, nous ouvrons la page spéciale consacrée à la 2e édition de la semaine du numérique. Le Premier ministre a présidé l'ouverture des travaux ce matin au Centre international des conférences de Bamako. Une page spéciale présentée par Nyanya Alou Traoré depuis le CICB. Bonsoir Nyanya Alou Traoré, à vous l'antenne. Merci bien, Salima Tandao. Bonsoir à tous, bonsoir à nos téléspectateurs que je retrouve avec grand plaisir. Notre pays abrite depuis ce matin la 2e édition de la semaine du numérique. Elle est mise cette année sous le signe de la résilience des pays du Sahel. Oui, cette année, la semaine du numérique revêt une dimension sous-régionale puisqu'elle enregistre la participation des pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est la République sœur du Niger qui est le pays invité d'honneur. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé la cérémonie d'ouverture. Choguel Kokala Maïga a fait une intervention mémorable vantant les mérites de l'Alliance des États du Sahel. Le Premier ministre a aussi fait appel aux experts de donner un contenu à l'appel lancé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lors de sa visite à Sikasso. Mamari Kone, Aliou Touré, reportage.
Quelques jours après la forte annonce faite par le président de la transition à Sikasso sur la digitalisation de l'administration, notamment des services d'assiette, le chef de l'administration sonne la mobilisation avec en toile de fond la lutte contre la guerre informationnelle. La deuxième édition de la semaine du numérique est l'occasion pour le chef du gouvernement d'inviter les experts à donner un contenu au message du chef de l'État. Attachez vos ceintures pour donner un contenu réel à ce message du président. Parce que notre rôle en tant que Premier ministre et vous en tant que ministre, c'est chaque fois donner un contenu pratique à nos populations. C'est le rôle qui vous est assigné, ceux qui sont chargés de la communication dans l'AES. Vous avez une grande charge. Le président a pris un gros morceau, il l'a mis sur vos têtes à partir de Sikasso. Derrière le coup suffisamment solide pour le tenir bon. Les autres, chacun n'a qu'à faire son travail. L'édition 2024 de la Semaine du numérique enregistre la participation du Burkina Faso et du Niger, deux pays de l'AES, le Niger étant l'invité d'honneur. Les dirigeants de l'AES de 2024 ont tiré les leçons de ce qui a pu arriver à nos prédécesseurs dans les années 60. Ils ne sont pas plus patriotes, mais ils tirent les leçons. À la tête de nos États, nous avons des hommes de terrain. Notre président fait partie de ceux qu'on a bloqués à l'entrée de Kidal en 2013. Celui du Burkina a participé ici aux missions de la MINUSMA dans la lutte contre le terrorisme. Celui du Niger a supervisé tout ce qui se fait ici dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est des hommes pétris d'expérience. En revisitant l'histoire récente de l'Afrique et de la sous-région, Dr Shogel Koukala-Maïga dénonce ce qu'il appelle volontiers le triomphe du mensonge sur la vérité. Il y a un proverbe en Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Au Mali, depuis longtemps, depuis plus de 13 ans, 10 ans, la même chose dans les autres pays. C'est le mensonge qu'on a vendu. C'est le mensonge qu'on a imposé à l'esprit des citoyens. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Quand je fais une petite excursion dans l'histoire, on ne va pas trop loin, mais on s'arrête juste à ce qu'on appelle la conférence de Berlin, en février 1885, quand on a décidé du partage de l'Afrique. Dans les résolutions de cette rencontre, il n'y a nulle part où on a parlé de colonisation. Ce qui a été décidé, écrit, c'est qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo. Ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Deuxièmement, la France va apporter sa mission civilisatrice. L'Angleterre, ce qu'on appelle les 3C. Commerce, donc ils vont venir commercer avec nous. Civilisation, christianisme. Personne n'a parlé là-bas de colonialisme. Le thème de la semaine, l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis sonnent comme un outil pour la mobilisation des pays de l'Alliance des États du Sahel à faire face à l'ennemi commun. Nous allons continuer avec la cérémonie d'ouverture. Au passage, je suis dans le stand du pays invité d'honneur, le Niger. Les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis, c'est le thème de cette semaine du numérique. Et en choisissant cette thématique, les organisateurs veulent créer un cadre d'échange permanent entre tous les acteurs du secteur du numérique pour favoriser la compétitivité et la créativité. Les interventions des ministres de l'AES abondent dans ce sens, d'où leur appel à travailler davantage dans une synergie d'action. Sira Bachili pour plus de détails.
Les prémices d'un écosystème numérique pour le Mali élargi à l'AES. C'est un impératif de développement via une administration modernisée et performante. La semaine du numérique s'ouvre pour la deuxième fois au Mali. Un forum de 3 jours qui se veut une plateforme de rencontres, d'échanges et de collaboration entre tous les acteurs du secteur. La semaine du numérique est un espace dédié à tous les acteurs du secteur pour leur donner l'occasion d'exposer leurs talents et engager des discussions franches permettant d'identifier des initiatives ou solutions aux problèmes de l'heure. Il s'agit là de mettre en place un cadre d'échange permanent entre tous les acteurs du secteur du numérique pour favoriser la collaboration et la coopération. Une dimension spéciale est accordée à la promotion du genre pour les métiers du numérique et à l'apprentissage par le numérique. Au milieu de cette rencontre, les panels de discussion, les expositions en stand, les concours des start-up, les masterclass, les réseautages B2B. Il s'agit donc de favoriser l'innovation, de renforcer la sécurité pour ouvrir la voie au développement économique. Et dans cette logique, il faut disposer d'une plateforme numérique qui facilite la communication entre tous les départements. Le numérique peut donc résoudre les lenteurs administratives, la perte d'informations et l'inefficacité du partage d'idées à travers une mise en réseau interconnecté. C'est donc la marche vers le renouveau qui est entamée avec les autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le numérique est un secteur de plus à la coopération interrégionale. La semaine du numérique du Mali est une occasion exceptionnelle de renforcer notre coopération régionale. En travaillant ensemble au sein de l'Alliance des États du Sahel, nous pouvons mutualiser nos efforts pour développer des infrastructures numériques robustes, partager des ressources et des connaissances et bâtir une base juridique et réglementaire commune qui soutienne notre croissance collective. En effet, seul on peut aller vite, mais ensemble nous irons loin. Cette coopération est plus que nécessaire pour faire face aux défis du moment et pour saisir les opportunités offertes par la révolution numérique. Elle est aussi essentielle pour promouvoir l'inclusion sous toutes ses formes, la paix et la prospérité dans nos pays respectifs. Et la ministre burkinabé en charge de la transition digitale de poursuivre sur l'importance du thème de ce rendez-vous, des TIC vus comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Le Niger, pays invité d'honneur, voit l'AES se fortifier avec un outil indispensable à la souveraineté. La semaine numérique dans les 3 pays de l'AES traduit incontestablement la volonté partagée de nos États de promouvoir la transformation digitale et d'en faire un outil incontournable de souveraineté technologique, économique, sociale et culturelle. Ces rendez-vous des acteurs, parties prenantes, des start-up, des jeunes porteurs de projets innovants de l'écosystème du numérique visent à susciter et focaliser les réflexions sur les politiques publiques, des projets et les initiatives de transposition et d'intégration du numérique dans les usages et les schémas directeurs des institutions publiques et privées de nos pays. Les fossés liés à la fracture numérique, engendrés par des inégalités d'accès à la connectivité et aux services numériques au sein des différentes composantes de nos sociétés, nous interpellent et nous recommandent de conjuguer nos efforts au sein de l'AES pour mutualiser nos efforts afin d'apporter des réponses responsables aux attentes de ces jeunes. Les vicissitudes de la vie internationale, fortement mis par les intérêts géostratégiques, ont mis le Sahel dans les mauvais états que nous subissons tous actuellement. Cette crise qui éprouve nos 3 États nécessite, comme vous le savez, une réponse commune. Ensemble, nous poursuivons la voie vers un avenir où l'innovation numérique contribuera à l'émergence d'une alliance du Sahel dynamique, inclusive et prospère pour tous. La semaine du numérique met un accent particulier sur la promotion du genre et l'apprentissage des techniques de l'information et de la communication. L'ère du numérique redéfinit nos sociétés. Elle s'est avérée efficace dans la gestion des crises sanitaires avec la continuité de l'administration à distance. Réécrire ma version de l'histoire pour donner l'espoir. La modernisation de l'administration, une vision présidentielle pour un système de gouvernance répondant aux aspirations du peuple avec des services exempts de corruption. L'effet recherché est l'amélioration de la productivité au sein de nos entreprises.
La semaine du numérique, c'est la découverte du monde des technologies avancées. Et pour cette édition, nous sommes gâtés. Un tour dans les stands nous montre les initiatives, les innovations et les créativités des sociétés et des jeunes qui sont mordus de digital. Actuellement, je me trouve dans le stand de l'ERTM en mode digital, où l'analogie a laissé la place au numérique, une véritable révolution, suivant Awama Kamara qui nous fait découvrir les stands de cette semaine du numérique. À l'entrée du CICB ce mardi matin, un flot incessant de visiteurs curieux et passionnés converge vers les stands aux couleurs de l'Alliance des États du Sahel. Dans les différents stands se côtoient la créativité et l'ingéniosité des startups. Des startups locales aux géants mondiaux. Chaque exposant cherche à captiver avec ses dernières avancées en matière de technologie numérique, intelligence artificielle, réalité virtuelle et blockchain ne sont que quelques-unes des pièces maîtresses de cette galerie technologique. Le stand de Kabako offre au ministre de l'Alliance des États du Sahel une expérience véritablement immersive et innovante. Ses responsables ont pu explorer virtuellement la ville de Djenné. La première que vous avez pu voir à l'entrée, c'est un musée en réalité virtuelle et des expériences touristiques en réalité virtuelle pour montrer justement le potentiel du numérique aussi en termes de création de valeur dans les industries créatives et culturelles. À proximité, cette intelligence artificielle dénommée Mentor IA attire plus de personnes en offrant une solution avancée en langue nationale Bamanankan. L'utilisation est très simple, il suffit juste de cliquer sur ce bouton, de poser ta question à Bamanankan. Nebe feka kabade sene, marque chogodi. Donc une fois que tu as fini, tu envoies ta question, la mentor commence à réfléchir, à préparer sa réponse et là elle te répond à Bamanankan. Wala saga barake forola, auka barake ni auka sigidare zoye, anika sene kalane nini kabaku. Le CICB devient donc le théâtre d'une transformation numérique passionnante le temps de la semaine du numérique. Chaque stand représente une facette unique de la révolution numérique en cours. L'ERTM se positionne à l'avant-garde de la transformation numérique dans le secteur des médias. Dans son stand, on y trouve de tous les goûts. C'est avec ça qu'on faisait les enregistrements, les premiers enregistrements. On a travaillé sur ça, on avait des ciseaux, on avait des scotch, mais aujourd'hui tout est numérisé. Donc les équipements numériques c'est derrière. Bon, ça c'est vraiment les magnétophones qu'on utilisait aussi pour la musique. Bon, c'est pour vous montrer un peu l'évolution. Maintenant tout est numérisé, nouvelle technologie. Des petits appareils. Voilà, des petits miniaturisés. De nombreuses entreprises proposent également des produits et services qui soutiennent l'économie numérique du pays. C'est dire donc que la souveraineté numérique tant prônée par les chefs d'État de l'AES se concrétise. Il y a quelques années, on ne pensait pas être capable d'organiser ce genre d'événement de nous-mêmes, sans apport extérieur. Aujourd'hui, on l'a fait au Burkina en novembre, avec nos propres moyens. Au Niger, on l'a fait. Au Mali, vient de le faire. Et deuxièmement, tous les projets sont portés par des jeunes, par la jeunesse africaine. Je pense que nous pouvons affirmer que la souveraineté numérique est en marche. Ce sont des rendez-vous importants, d'échanges, de réflexion, mais également des rendez-vous qui permettent de découvrir et de valoriser les talents, le potentiel de nos structures et de nos jeunes dans le domaine du numérique. La souveraineté, ça se construit tous les jours. Et ce qui est impressionnant, c'est la jeunesse. Et quand on voit les thématiques sur lesquelles ils travaillent, ce sont des thématiques vraiment allant dans la souveraineté numérique. D'abord par la sécurisation, par la satisfaction des besoins cruciaux de nos populations, les besoins fondamentaux. Parce que toute personne qui ne règle pas ses besoins fondamentaux est dans la précarité. Et quand on est dans la précarité, on ne peut pas être souverain. Donc ils ont très bien compris que nos besoins sont d'abord d'ordre sécuritaire, d'ordre économique et d'ordre social. Et je vois que les solutions qui sont proposées ou recherchées ici sont dans cette optique-là. En tout cas, l'avenir numérique du Mali, j'allais dire tout simplement de l'AES, se dessine au CICB. Voilà, ici, durant la semaine du numérique, différents panels de haut niveau seront animés par des experts. En ce jour de lancement, le panel ministériel inaugural sur le thème portait sur la sécurité et la souveraineté de l'AES à travers le numérique, état de la question, défis, contraintes, opportunités et perspectives. Aridjou Matina nous en parle.
La sécurité et la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel à travers le numérique, défis, contraintes, opportunités et perspectives. La question a été largement débattue lors de ce premier panel de la 10e édition de la Semaine du numérique par Railou Sidi Mohamed, ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger, Dr Aminata Zerbo Saban, ministre de la Transition digitale, des Postes et de communication électronique de Burkina Faso, et par Alamdou Aga Ilienne, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Devenu de nos jours un outil incontournable dans tous les domaines de la vie, les technologies de l'information et de la communication constituent le moyen le plus efficace qui favorise la production à forte valeur ajoutée pour l'économie nationale et mondiale. Et actuellement, avec la volonté politique au niveau de l'espace AES, les lignes bougent et les perspectives vers le défi numérique s'annoncent bonnes. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment un engagement profond de nos décideurs. Quand vous prenez par exemple l'administration au niveau du Mali, le numérique est vraiment ancré dans l'administration du Mali. Quand vous prenez le Burkina, pareil, et le Niger, surtout sur plusieurs plateformes, le Niger dans le domaine du numérique a fait vraiment en un an une avancée significative. J'ai trouvé ce panel très intéressant et très instructif parce que ça portait sur la question de la souveraineté numérique de nos pays de l'AES et j'estime que c'est une question très importante, surtout dans le domaine de l'économie numérique. Ils ont parlé des data centers à construire pour pouvoir en tout cas respecter les normes internationales afin de berger ces données-là, rapatrier même les données que nous avons hors de nos pays. Les TIC ont démontré leur fort potentiel de résilience. Donc qui parle de résilience parle de solutions à des difficultés. À travers les TIC, nous arrivons aujourd'hui à se faire la guerre, à remporter la guerre, à se défendre, à se sécuriser. C'est de cela qu'il s'agit d'abord aujourd'hui, de saisir cette opportunité qu'offrent les TIC pour rétablir notre sécurité au sein et la défense, assurer notre défense au sein de l'espace AES. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous allons pouvoir parler de souveraineté dans un processus de développement harmonieux. Les ministres en charge de la communication de l'espace AES, dans leur exposé, ont souligné la nécessité de mutualiser les efforts afin de relever à travers le numérique le pari sécuritaire et de souveraineté. À présent, je vais vous parler justement de la coupure du ruban symbolique. Par ce geste, la société malienne de transmission et de diffusion a désormais son siège à Kati. Youssouf Diakité pour le compte-rendu de la cérémonie d'inauguration et aussi la visite de la délégation sur les chantiers de la tour de l'ERTM. Suivons ensemble. La société malienne de transmission et de diffusion s'éloge dans du neuf grâce à la clairvoyance, à la détermination et à la vision stratégique des autorités de la transition. Et c'est le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui coupe ici le ruban symbolique en présence de ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Un motif de satisfaction pour la direction générale de la société malienne de transmission et de diffusion. La direction générale et le personnel sont heureux de travailler dans cet édifice moderne qui correspond aux ambitions de notre pays pour la TNT. Ce bâtiment devrait nous pousser au-delà de nos limites pour continuer le déploiement du réseau de la télévision numérique terrestre au Mali. La direction générale et le personnel formulent la promesse de prendre soin de ce joyau. Ensemble, nous relèverons le défi de la télévision numérique terrestre. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités, principalement le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son accompagnement, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Al-Hamdou Ag Ilienne, pour son leadership, son appui et l'accompagnement constant à la SMTD. La réalisation de ces bâtiments R+3 s'inscrit dans le plan de matérialisation des activités programmées par les autorités de la transition à travers le ministère de la Communication pour la modernisation de l'administration tant souhaitée par les usagers. Nous sommes témoins de ces grands moments et le bâtiment qui se dresse devant nous est une preuve éloquente des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de cet important projet structurant et novateur. La réalisation du projet TNT, faut-il le rappeler, fait partie intégrante des activités prioritaires du gouvernement de la transition. Il s'inscrit dans la dynamique de la République du Mali de respecter ses engagements dans le cadre de la transition de la télévision analogique
vers la télévision numérique terrestre, conformément à l'accord GE 06 de l'Union internationale des télécommunications convenu par les États membres en 2006 à Genève. Le processus de migration de la télévision numérique terrestre au Mali a démarré bien avant l'avènement de la SMTD-SA en 2015. Mais la création de la société malienne de transmission et de diffusion est le point de départ de la concrétisation de ce processus. La SMTD-SA a amorcé sa démarche avec beaucoup d'ambition de l'État malien. La mise à disposition du bâtiment administratif neuf doit être un moment d'inspiration, de galvanisation, malgré la conjoncture et autres vicissitudes quotidiennes auxquelles peuvent faire face des travailleurs. Mais j'ose espérer que ce joyau architectural va permettre à la direction générale et au travers de la SMTD-SA de booster le processus de mise en œuvre de la TNT. Ce sera avec l'accompagnement du département et des plus hautes autorités de la transition. L'Alliance des États du Sahel marche et cela se justifie ici par la présence des ministres nigériens et burkinabés de l'économie numérique à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la SMTD. Inauguration inscrite dans les activités de la semaine du numérique, 10e édition. Le nouveau siège de la SMTD est situé sur la route de Kati. Le ministre Alhamdou Ag-Ilien et ses homologues du Niger et de Burkina Faso, accompagnés de la direction générale de l'ORTM, ont saisi l'occasion pour visiter la tour de l'Office de radio et télévision du Mali. J'espère qu'à travers ces reportages de ce premier jour de la semaine du numérique, vous allez avoir envie de visiter les stands, discuter avec les acteurs du domaine et pourquoi pas vous lancer dans le secteur, car c'est ça aussi l'objectif recherché. Je vous retrouve demain, même heure, même plateau. Salimata Dao, à vous l'antenne. Merci, Nyanya Aliou Traoré. On vous retrouve donc demain pour d'autres informations sur cette semaine du numérique. Le ministre de la Santé et du Développement social informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle suit avec attention la situation des décès non élucidés chez certains pèlerins et les cas de Covid-19 rapportés par certains pays et leurs compatriotes de retour du Hajj. À ce jour, le Mali n'a enregistré aucun cas de Covid-19 dans nos formations sanitaires et ce, depuis au moins 5 mois. Le ministre de la Santé et du Développement social rassure les populations que les dispositions sont prises pour renforcer la surveillance dans les formations sanitaires, non seulement pour le dépistage, mais également pour le suivi des contacts et la prise en charge éventuelle des cas. Dans le but de renforcer davantage la prévention, le ministre exhorte les populations à signaler au centre de santé le plus proche tout cas de fièvre, de toux, difficultés respiratoires, douleurs, aussi bien dans la population générale que chez les pèlerins de retour du Hajj. Les pèlerins de retour du Hajj à se faire dépister au centre de santé le plus proche, même à l'absence de symptômes. En cette circonstance, le ministre de la Santé et du Développement social rappelle le respect des mesures de prévention, notamment le port de masques, le lavage des mains ou l'utilisation de solutions hydroalcooliques et la vaccination. Le ministre appelle la population à redoubler de vigilance et à appliquer les mesures de prévention contre la COVID-19 et les symptômes et les syndromes respiratoires apparentés. Demain, 26 juin, c'est la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. La célébration de cette journée vise à renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans
toxicomanie. La journée sera marquée par l'incinération d'une importante quantité de drogue à Dio. À cette occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans son message, revient sur quelques actions concrètes du gouvernement et félicite l'Office central des stupéfiants pour ses actions. La synthèse de son discours avec Awadit Makamara. À travers les continents, la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue reste un défi universel. Notre pays, le Mali, en proie à une instabilité depuis plusieurs années, était un corridor stratégique pour le trafic de drogue à travers la région sahélienne. C'est pourquoi la journée de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue est un rappel de l'urgence et de la complexité du problème mondial de la toxicomanie et permet d'accentuer la sensibilisation. Cette journée de mobilisation est également destinée à sensibiliser la population aux risques encourus par la consommation de ces substances afin de renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues. Chaque franc CFA investi dans la prévention, que ce soit dans l'éducation, les programmes communautaires ou les politiques de réduction des risques, représente un pas vers un avenir où le taux de la consommation de la drogue est réduit. Cela permet de mieux soutenir les consommateurs dans leur parcours vers la guérison. C'est pourquoi au niveau national, le thème retenu cette année est prévenir et réduire les risques liés à la consommation de substances illicites afin de ne pas se laisser s'installer l'addiction. Le choix de ce thème est d'une grande importance car il est d'actualité. Il apparaît comme une initiative visant à accroître le soutien à la prévention de l'usage des drogues pour le bien-être des couches vulnérables, en l'occurrence les jeunes qui subissent le plus les conséquences drastiques de la consommation des stupéfiants. Les autorités de la transition ont adopté une approche holistique, mettant en œuvre des stratégies diversifiées pour prévenir l'abus de drogue. Parmi lesquelles la création de cette mission auprès du ministère chargé de la sécurité et qui a pour mission, entre autres, l'élaboration et la validation de la politique nationale en matière de lutte contre la drogue, l'approbation des plans d'action, des projets et programmes, ainsi que toute autre mesure visant à protéger notre pays contre des actions susceptibles d'engendrer la toxicomanie. Pour commémorer la journée, les autorités procéderont demain 26 juin à l'incinération d'une importante quantité de produits saisis au cours de l'année 2023. C'est parti pour la caravane de sensibilisation aux accidents de la route. La cérémonie de lancement a réuni les cadres du département des transports et de celui de la sécurité. Avec 515 accidents enregistrés dans la région de Sikasso, la localité a été choisie pour abriter une semaine de sensibilisation. Et c'est le ministre en charge des transports qui a donné le top départ de cette caravane. Aloussine Touré. Dès ce 25 juin et cela jusqu'au 1er juillet 2024, les caravaniers vont parcourir les différentes routes et localités de la région de Sikasso pour délivrer les messages de la prudence et de l'observance du code de la route. Une façon pour le département et l'ANASER de mettre l'accent sur les moyens d'éviter ou du moins de réduire les nombreux accidents sur nos routes. Cette année, c'est le tour des axes routiers Bamako, Sikasso, Heramakono, frontière Burkina Faso, et Sikasso, Zégua, frontière Côte d'Ivoire. Les choix portés sur ces axes routiers n'est pas l'effet du hasard. Les hautes autorités viennent d'inaugurer les nouvelles infrastructures routières ouvertes à la circulation dans la région de Sikasso. Si ces nouvelles infrastructures routières contribuent au désenclavement et au développement de la région, il n'en demeure pas moins qu'on enregistre régulièrement des accidents de la circulation routière, parfois tragiques. À titre indicatif, la région de Sikasso a enregistré 515 cas d'accidents pour 748 blessés et 35 tués, soit 5,08% du taux national en 2023. C'est en coordination avec le département en charge de la sécurité que se mène cette activité qui va mettre l'accent sur le respect des mesures élémentaires du respect du code de la route. Le plus grand nombre des accidents, c'est généralement dû au non-respect du code de la route. Le non-port de la ceinture, qui pourtant protège des vies en cas de choc violent. L'excès de la vitesse, qui ne permet plus au conducteur de maîtriser son véhicule. Il y a le téléphone au volant qui accapare l'attention du conducteur au détriment de la conduite. Voyez-vous,
Donc si on parvient à changer nos comportements, à changer notre manière de conduire, on va non seulement protéger notre propre vie, mais aussi celle des autres. En attendant, le ministre des Transports a remis des plaques de signalisation aux agents chargés de sécuriser nos routes, puis un message destiné au gouverneur de Sikasso avant de donner le coup de sifflet de départ à Caravane. En 4e région, le ministre de l'Industrie et du Commerce était en visite à l'Acomatex et également dans les services régionaux relevant de son département. Sur place, Moussa Alassane Diallo a prôné une bonne collaboration entre les travailleurs et la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Kandé Silla et Karamoko Traoré. L'Acomatex SA tourne et la production se passe tant bien que mal. C'est justement pour s'enquérir de l'état de santé de cette unité industrielle que le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré la direction et les travailleurs de l'entreprise. Les difficultés évoquées sont liées, entre autres, à la crise des trésoreries de l'entreprise, la coupure d'électricité et la concurrence déloyale à travers des produits importés. J'ai demandé à ce qu'il y ait une cohérence, une complémentarité entre la direction générale de la Comatex et le conseil d'administration, de façon à ce que nous puissions amener des actions concertées qui vont nous permettre de renforcer à la fois la production industrielle, mais aussi de conforter la situation de trésorerie de la Comatex, le temps que nous puissions assurer la capacité d'autofinancement de l'entreprise et sortir définitivement la Comatex des zones de turbulence. Autre rencontre à la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Ici, le ministre est venu saluer les efforts des commerçants et des industriels dans le maintien des prix des denrées de première nécessité. Nous nous réjouissons de cette visite et de cette reconnaissance. Nous pensons que les choses vont de mieux en mieux et nous saluons le président Assimi pour ses choix éclairés. Des messages également délivrés lors des rencontres avec les structures déconcentrées du département, notamment à la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence, celle des industries et enfin au Servitex où le ministre a été joint par son collègue de l'agriculture. Nous prenons un développement endogène. Lorsque nous prenons cette politique industrielle, il faut qu'elle s'accompagne d'une véritable sauvegarde de ces industries-là à travers la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Avec le Servitex, nous sommes venus saluer tous les efforts qui sont faits au niveau de ces centres-là. Les deux ministres, à travers une visite guidée, se sont beaucoup imprégnés du dispositif du Servitex, un centre spécialisé dans l'étude, la recherche, la formation et autres activités connexes liées à l'industrie du textile. Conformément à l'arrêté interministériel numéro 1907/MM-MATD-MSPC-MEADD du 1er juillet 2015, le ministre des Mines informe l'opinion publique de la suspension des activités d'orpaillage sur toute l'étendue de la République du Mali de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2024. Le ministre des Mines exhorte les autorités administratives et coutumières, les organisations de la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition pendant la période indiquée. Le ministre des Mines s'est compté sur la compréhension de tous. Tenue ce matin au mémorial Modibo Keïta d'une table ronde, elle est relative à la mise en place des mécanismes de collaboration entre les chercheurs et producteurs en vue d'améliorer la compétition des entreprises des filières mangue et qualité. La rencontre, qui dure 2 jours, regroupe une 50aine d'acteurs. Elle est organisée par le Centre malien de promotion et de propriété industrielle. Moussa Kamara, Karunga Konate. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunes Leaders Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Il s'agit d'outiller la trentaine d'agents du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ceux des directions régionales de la promotion de la femme afin de faciliter la centralisation des données sur les différentes pratiques. Nous sommes confrontés à des défis majeurs. Ces défis sont entre autres l'insuffisance du système de suivi et de collecte des données relatives aux signatures de conventions d'abandon des PTN au niveau régional.
À ces défis, le programme a voulu appuyer le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à travers les directions régionales de Ségou, Koulikoro et Nioro du Sahel avec un logiciel de gestion de base de données d'abandon des PTN. CAEB et ses partenaires contribuent à l'amélioration de la santé de la reproduction et l'exercice des droits reproductifs et sexuels des adolescents et des jeunes pour une meilleure information et une plus grande liberté de choix. Le système de centralisation et de gestion des conventions d'abandon des pratiques traditionnelles néfastes qui vient d'être mis en place dans les régions concernées aidera sans doute notre département dans la gestion, l'utilisation des données fiables et nous orientera dans nos planifications stratégiques en faveur de la SR et la PF. L'exemple qui vient de donner l'Alliance CAEB-Cordide est salutaire. Les participants sont venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako. La rencontre s'est terminée par la remise des kits informatiques. Projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. L'énergie solaire peut être une bonne alternative. Dans exactement 5 mois, l'agence Mali Météo sera dotée d'un centre de prévision et de calcul ainsi que d'une centrale solaire. C'est un projet d'Hydromède Mali. La première pierre du centre et le premier panneau de la centrale solaire viennent d'être posés. Reportage Abibatou dit Koyan Djakite Mbarakumaïga. Deux actes posés ce 20 juin 2024 par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et en novembre prochain, Mali Météo disposera d'un centre de prévision et de calcul, mais aussi d'une centrale solaire d'une puissance totale de 220,8 kWh par jour. Ce champ produira en moyenne 828 kWh d'énergie solaire. Un projet innovant qui s'inscrit dans le cadre des orientations du président Assimi Goïta. Ce projet d'électrification contribuera sans doute à soulager les dépenses publiques, surtout celles de Mali Météo en particulier. L'ampleur et la technicité de ce projet ont été rendues possibles grâce à un soutien financier essentiel du groupe de la Banque mondiale, du Fonds vert pour le climat, totalisant près d'1 milliard de francs CFA. Grâce à ce projet Hydromède Mali, Mali Météo sera parmi les premières structures du pays à bénéficier de telles infrastructures. Sa réalisation va permettre d'améliorer la prestation des services hydrométéorologiques et d'alerte précoce, entre autres. En ces temps d'incertitude engendrés par le réchauffement climatique, changement climatique auquel nous ne pouvons faire face qu'en actionnant seulement 2 leviers complémentaires. Le premier levier à pousser a pour dénomination adaptation. La seconde manette à actionner pour lutter contre le réchauffement climatique, elle est atténuative et passe naturellement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre à date. On appelle cela de la responsabilité climatique. Nous sommes d'autant plus flattés parce que nous nous appelons ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en ce sens que l'hydromètre dont il s'agit trouve son ancrage au niveau de ce ministère. Un centre solaire pour un service d'État, c'est la première fois. Espérons que ça va se multiplier. Ce centre, dont le maître d'ouvrage est la société Soda, sera bâti en R+1. Il comportera une salle de prévision au rez-de-chaussée et un studio de présentation des différents bulletins. Et puis à l'étage, une salle de calcul et des bureaux. Il sera baptisé Dambélé Madina Sissoko, hommage des travailleurs de l'agence météorologique en reconnaissance à son leadership. Chronique judiciaire. La Cour pénale internationale CPI émet un mandat d'arrêt à l'encontre d'Iyad Agali pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013. Le mandat d'arrêt avait été initialement délivré sous scellé depuis le 18 juillet 2017. Qui est Iyad Agali? Comment l'arrêter? Notre chroniqueur Garibou Pérou a pu échanger avec le porte-parole et chef de l'unité des affaires publiques de la CPI, Fadi El Abdallah, depuis les Pays-Bas. Suivons son reportage.
Compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, la Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt contre Yad Agali, connu aussi sous le nom de Abu Faïd. Yad Agali, en connexion avec les réseaux terroristes, est suspecté d'être responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. M. Agali est présumé innocent. Il est suspecté d'être responsable de crimes de guerre, y compris meurtre des soldats hors de combat à Aguelok, viol, esclavage sexuel et toute autre forme de violence sexuelle, atteinte à l'intégrité corporelle, y compris mutilation, traitement cruel et torture, et atteinte à la dignité des personnes, donc par des traitements humiliants et dégradants, d'attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques, et également de crimes contre l'humanité, ce qui inclut l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, viol, esclavage sexuel et toute autre forme de violence sexuelle, torture, autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, persécution pour des motifs religieux et persécution des femmes et jeunes filles pour des motifs sexistes. Ces crimes auraient été commis plus précisément à Tombouctou et à Aguelok entre janvier 2012 et janvier 2013. Les éléments de preuve sont suffisants pour établir l'existence des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. M. Gali serait responsable pour avoir commis ces crimes conjointement ou avec d'autres personnes, ou pour avoir ordonné ou encouragé leur commission, ou avoir apporté son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance, ou avoir contribué de toute autre manière, et ou en tant que chef militaire. La CPI ne dispose pas d'une police ou une force spéciale. Comment elle pourra dans ces cas obliger Yad Agali à se rendre? Il faut certainement compter sur la coopération des États. La Cour compte sur la coopération des États pour l'exécution des mandats d'arrêt délivrés par les juges. La question des réparations se pose uniquement si le suspect est reconnu coupable au-delà de tout doute raisonnable après son arrestation et après procès devant la Cour. D'où il n'est pas maintenant possible d'envisager la question des réparations concernant cette affaire. Le gouvernement du Mali a saisi la Cour pénale internationale par rapport à la situation qui prévaut sur son territoire. C'est ainsi en janvier 2013, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes commis sur le territoire du Mali depuis janvier 2012. La Cour pénale, qui a pour mandat de juger les personnes et non les États, affirme qu'il existe une base raisonnable pour suspecter Yad Agali pour les crimes qu'il aurait commis sur le territoire malien. La semaine du numérique se poursuit demain au CICB. Plusieurs panels seront animés par les experts des TIC. Point final à cette édition. Les infos continuent sur www.ortm.ml. Merci et à demain 20h, Inch'Allah.